Et bienvenue dans ce débat consacré ce soir à Donald Trump. Dans 3 mois aura lieu l'élection présidentielle et le moins que l'on puisse dire, c'est que le candidat républicain cherche un second souffle. Englué dans plusieurs polémiques, distancé dans les sondages, il est également de plus en plus critiqué et lâché par les ténors de son parti. Dans une lettre ouverte publiée par le New York Times, 50 républicains qui ont travaillé à la Maison-Blanche, au département d'État ou au département de la Défense ont clairement annoncé qu'ils ne voteraient pas pour lui. Selon eux, il pourrait devenir, je cite, le président le plus dangereux de l'histoire américaine. Pour en parler, avec moi sur ce plateau, François Durper, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, également l'auteur de Le Petit Trump illustré par l'exemple, publié aux éditions Nouveau Monde. Et également avec moi, Soufiane Al-Sabag, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des affaires intérieures américaines et du Parti républicain, auteur de la nouvelle droite américaine, la radicalisation du Parti républicain à l'ère du Tea Party. Alors on va revenir sur cette lettre qui a été publiée par le New York Times hier soir. Donc, les mots utilisés par ces 50 républicains, dangereux, ignorants, incompétents, j'en passe d'autres, ce sont des mots très durs. Est-ce que vous pensez qu'ils sont justifiés ? Ce qu'on voit surtout, c'est que ces mots, ils se rapportent directement à la personne de Donald Trump. On ne parle pas d'idées, on ne parle pas de programme, on ne parle pas des multiples déclarations les plus tapageuses, on va dire, fracassantes qu'il a effectuées au cours des dernières semaines, mais on parle bien du personnage de Donald Trump. Il est effectivement incompétent, il est effectivement incapable de se maîtriser, il utilise, je dirais, un langage et il a une manière de se comporter qui le rend de toute façon inéligible et je dirais totalement incompétent pour l'exercice de la présidence américaine. Et c'est cet aspect-là que ces 50 responsables américains ont dénoncé dans ce papier. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que la réaction de Donald Trump à ça, c'était de dire bravo, merci à ces 50 personnages qui ont écrit cette lettre. On sait maintenant qui sont les incompétents qui ont mis le pays dans le pétrin dans lequel il est actuellement. Donc il fait en fait directement appel à sa base. Il la convoque en disant, vous voyez ces gens qui me dénoncent en fait, c'est exactement pour ça que je fais cette campagne et c'est pour ça que je me comporte ainsi, pour casser le politiquement correct, pour casser je dirais l'ordre établi et l'establishment. François Durper, il a les épaules pour être président, Donald Trump ? Alors, ce seront les Américains qui répondront à cette question le 8 novembre. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui écrit cette lettre, d'abord. Ce sont des responsables, vous l'avez dit, de la sécurité nationale, donc des gens qui ont travaillé à la Maison-Blanche. Inquiets pour l'avenir de la Maison-Blanche. Nixon jusqu'à George W. Bush, donc de vieux sages du Parti républicain. Tous sont des conservateurs qui connaissent très bien les questions de sécurité nationale et qui disent sur cette question de la sécurité nationale 2 choses. D'abord, la question de l'incompétence, et c'est là où le bas blesse. Ils ne disent pas il est raciste ou il est sexiste comme les progressistes américains ou la presse que dénonce Donald Trump. Ils disent il n'est pas compétent. C'est un terme qu'on retrouve beaucoup. On l'a retrouvé dans les propos du président il y a peu de temps. Not fit to be president. Barack Obama. Le président Barack Obama. Fit to be president. Il n'a pas la carrure pour être président. Et la deuxième chose que disait Sofiane est juste. C'est la question de la personnalité. Il l'attaque sur sa personnalité. Alors, pas sa personnalité de la vie de tous les jours. Ils disent cette personnalité est incompatible avec l'exercice du pouvoir. Et pourquoi c'est grave ? Parce que ce sont des gens qui ont fréquenté de très près Michael Hayden, qui est l'ancien directeur de la CIA, et parmi les 50 de George W. Bush. John Negroponte, qui est l'ancien directeur du renseignement. Et ils disent il n'a pas cette capacité à négocier avec nos alliés. Il fait déjà peur à nos alliés. Bernard Crick, dans un ouvrage qui s'appelait In Defense of Politics, disait, pour gouverner les États-Unis, eh bien, il faut être capable de gouverner un pays divisé, et c'est l'art de gouverner sans excès de violence. Pourquoi ? Parce que ce système, c'est le système de checks and balances. Comment on peut négocier avec des congressmen si on se met à les insulter ? Donc cette question de la viabilité de Donald Trump comme président de la République se pose. Et enfin, dernier point, c'est la réponse de Donald Trump. Donald Trump dit, mais ce sont eux qui ont précipité l'Amérique dans le gâchis que l'on connaît aujourd'hui. Il dit ça en 140 caractères sur Twitter, comme il le fait habituellement. C'est ce qu'avait fait Barack Obama lorsqu'il était accusé par Dick Cheney. Dick Cheney disait il n'a aucune expérience et Barack Obama répondait
j'aimerais avoir moins d'expérience que Dick Cheney qui nous a précipités en Irak. Sauf que la différence, c'est que là, on a des gens qui ont travaillé sous Nixon, qui ont travaillé sous Reagan, qui ont travaillé sous les deux Bush. Il ne peut pas dire comme ça, les 50 sont complètement incompétents. Les 50 nous ont précipités dans le chaos. Il fait ce qu'il fait finalement comme à chaque fois, c'est-à-dire il attaque directement sans avoir finalement peut-être pas trop réfléchi Sauf avant. Là, on arrive aux limites. Vous savez, ce qu'il a réussi à faire dans cette élection primaire, c'est de dire, il y a le système et moi je suis anti-système. Et ça, jusqu'à maintenant, ça fonctionnait bien. Sauf que là, on a changé de course, on a changé de sport. On n'est plus dans la course aux primaires, on est dans la course à la présidence de la République. C'est un peu différent. Et donc, son côté anti-système devient un côté anormal. C'est pas celui qui est anti-système, c'est celui qui ne peut pas être président. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il corrige le tir très rapidement. Sinon, dès la fin de cet été, on connaîtra déjà le nom de la présidente des États-Unis. Mais justement, Soufiane Al-Sabag, on ne pensait pas que Donald Trump allait en arriver là. On ne pensait jamais que ce serait le candidat du Parti républicain. Or, il en est arrivé là. Est-ce qu'on peut penser qu'il pourrait peut-être jeter l'éponge avant le 8 novembre? Est-ce que c'est pensable? C'est pas pensable. Très franchement, c'est pas pensable. Il n'est pas capable de faire ça? Il a le tempérament, il a sans doute le caractère pour péter un plomb totalement et dire je m'en vais, tout le parti est contre moi, personne ne m'aime, je m'en vais. Il est capable de le faire. Mais administrativement, le Parti républicain se trouverait sans candidat, puisqu'il y a beaucoup d'États où on ne peut tout simplement plus s'inscrire. Déjà le Texas, qui pourvoit 38 grands électeurs lors de l'élection de novembre, a fermé ses inscriptions en mai. Et sans cet État, aucun républicain ne peut être élu. C'est aussi simple que cela. Donc le Parti républicain a maintenant soutenu, a maintenant investi officiellement Donald Trump. Il est trop tard. Il n'y a aucun retour en arrière possible. On ne pourrait pas se dire Donald Trump va jeter l'éponge et peut-être que dans ces cas-là, on met quelqu'un d'autre à la... Faut pas, la messe n'est pas dite. C'est-à-dire, là, on commente, comme on doit le faire, une campagne électorale. Une campagne électorale, il y a des rebondissements et des choses finalement, qui se passent. C'est tellement possible. Par rapport à ce qu'on voit depuis le début, on pourrait se poser la question. Il y a des limites tout de même. Sur les 100 jours qui nous séparent de l'élection, on n'en a mangé que 10%. Oui, là, il reste encore 3 mois. 10% sur les 100 jours. Donc ça veut dire que, je vous donne un exemple. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que la période post-convention est une période là, très négative pour Donald Trump. Mais il y a déjà en 1988, il y avait déjà eu un rebond spectaculaire pour les démocrates après les conventions. Plus 19, c'est ce qui s'est passé cette année. Plus 19 pour les démocrates. Ça veut dire que 1988, vous vous souvenez, ça s'est terminé par la victoire de George Bush père, par les républicains. Donc ça veut dire qu'on peut commenter 3 mois avant le fait que Donald Trump est pour l'instant très loin derrière, 10 points derrière, et qu'il perd des États qui sont des États rouges conservateurs, comme la Géorgie par exemple. Si on votait aujourd'hui, la Géorgie voterait probablement démocrate, ce qui est quand même invraisemblable. Et puis, il a des marges de manœuvre, notamment sur la question économique. Il vient d'annoncer son programme économique. Oui, d'ailleurs, c'est un atout pour lui, l'économie. Les derniers résultats de l'économie américaine sont mauvais. Hillary Clinton, si elle est dans la continuité de ce qu'a proposé Barack Obama, les Américains vont dire on ne veut pas un 3e mandat pour Barack Obama. Je vous coupe un instant parce que justement, on va écouter Donald Trump qui justement a lancé hier, tente toujours bien sûr de recentrer la campagne. Il se sert justement de l'économie. Il se dit mieux armé que Hillary Clinton de ce côté-là. Donc je vous propose de l'écouter. On en parle dans un instant. La ville de Détroit est l'exemple vivant de la politique économique ratée de mon opposante. Chaque mesure ratée dans cette ville et tellement d'autres ont été soutenues par Hillary Clinton. Elle a soutenu les impôts élevés, la régulation excessive qui ont poussé les emplois hors de votre communauté. Soufiane Al-Sabag, il a promis des réductions d'impôts massives. Il n'a donné cependant aucun détail sur la manière dont justement il allait faire ces baisses d'impôts. Il se contente d'affirmer qu'elles seraient compensées par une hausse majeure de la croissance. Cette thèse est d'ailleurs jugée assez absurde et irréaliste par plusieurs économistes. Les électeurs n'ont pas besoin d'en savoir plus justement, d'autant plus quand on
on donne comme ça son programme économique ? Ce qui est plutôt, je crois, intéressant, et là on l'a vu sur les attaques encore par rapport à Hillary Clinton ? Non pas les attaques, mais le lieu du discours. La ville de Détroit est très très importante. C'est la ville qui démographiquement paraît la plus favorable à Donald Trump. Très peu de minorités, majorité blanche, qui, plutôt démocrate, col bleu, ouvrière, est la plus susceptible de passer du camp démocrate au camp républicain. Mais c'est là où le bas blesse, puisqu'en 2012, déjà à Détroit, Barack Obama était venu pour dire « Moi, avec mon plan de relance, j'ai sauvé la ville ». Donc est-ce que 4 ans plus tard, Trump peut convaincre les mêmes électeurs de retourner leur veste et passer du côté d'Hillary Clinton? Ça me paraît un vrai challenge. Il se fait en fait le porte-voix des laissés pour compte de l'économie, c'est ça son but? Oui, l'un de ses conseillers a dit c'est le héros milliardaire des ouvriers. Sa cible, et Sofiane l'a très bien dit, Détroit, on voit que sa cible c'est la working class, c'est la white working class, cette classe ouvrière blanche qu'avait étudié le prix Nobel de l'économie en 2005 en disant les hommes de 45 à 54 ans aux États-Unis de la classe ouvrière non éduquée, c'est le seul groupe aux États-Unis qui a vu sa mortalité augmenter. Ce sont les perdants de la mondialisation. C'est l'électorat qui a fait la victoire de Donald Trump lors de l'élection primaire. Sauf que pour lui, le challenge, c'est d'élargir cet électorat. Il ne peut pas se contenter de mâles blancs en colère, pour faire très très simple, pour gagner les États-Unis. Il va devoir élargir. Et on voit que chez les femmes, et on voit que chez les minorités, il fait moins bien que Mitt Romney, il y a 4 ans, à la même époque, qui a fini par perdre contre Barack Obama. Alors, son programme économique, il est intéressant. Il a républicanisé son programme. C'est-à-dire qu'il a mis des éléments de la plateforme républicaine, notamment le fait, l'impôt sur les successions qui serait supprimé. On voit bien qu'il essaie de mettre tout ce qu'il peut dans le programme pour donner des éléments sur les positifs. Sociétés aussi, l'impôt sur les sociétés. Ça, il l'avait déjà dit, mais c'est vrai que l'impôt sur les successions, c'est vraiment pour faire plaisir aux conservateurs du parti. Sauf que, vous avez dit, il reste des flous, que les milieux d'affaires l'ont déjà attaqué. Vous vous souvenez, Moody's, il y a quelques jours, qui compare les deux programmes et qui dit 3 millions d'emplois créés du côté d'Hillary Clinton si elle appliquait son programme, et la récession si Donald Trump appliquait son programme. Et surtout, s'il corrige cette question économique en précisant ce qu'il veut dire et ce qu'il veut faire, c'est le principal atout. Les Américains ne voteront pas sur les questions diplomatiques, peut-être sur les questions de sécurité, mais ils voteront sur les questions économiques. Or, 60% des Américains estiment que l'économie va mal. Donc ça veut dire que vous avez passé dans l'extrait le meilleur de Donald Trump, peut-être ce qui peut le faire gagner, c'est-à-dire la critique du bilan d'Obama, la critique de l'économie américaine, le diagnostic qu'il partage avec la majorité des Américains, et évidemment, il n'oublie pas de mettre dans cela, c'est Hillary Clinton qui est co-responsable de tout cela. Et c'est pour ça qu'Hillary Clinton, si elle veut gagner, eh bien, il ne faudra surtout pas qu'elle fasse la campagne d'Obama. Que Obama fasse la campagne d'Hillary Clinton, très bien. Qu'Hillary Clinton fasse la campagne de Barack Obama, ça ne se passera pas très bien pour elle. Soufiane El-Sabah, je vous voyais réagir à ce qu'est en train de dire François Durper. Vous en pensez quoi? C'est très intéressant en fait au niveau de la stratégie électorale, parce que pour moi il ne s'agit que de ça au fond. Pourquoi Donald Trump va donner ce discours dans le Michigan? C'est parce qu'il sait qu'il n'y a que là qu'il peut gagner la présidence des États-Unis. Les paramètres de l'équation, on le sait, ils sont très très simples. Il y a, dans les 6 dernières élections présidentielles, il y a 19 États qui ont toujours voté démocrate. Toujours. On peut supposer, et dedans, il y a le Michigan, il y a tous les États de la Rust Belt, il y a la Pennsylvanie. On peut supposer que si les choses se passent normalement, ces États vont revoter démocrate. Et dans ce cas, Hillary Clinton aurait d'office 242 grands électeurs, ce qui la rapproche très très près du cap de 270 qui est nécessaire pour être élu président. Ce qu'on dit, c'est très simple, c'est que si Hillary Clinton gagne les 19 États démocrates comme d'habitude, elle ajoute à cela la Floride, elle est élue présidente. C'est aussi simple que cela. Elle peut se contenter de garder tous ces États, d'aller faire campagne uniquement en Floride, et Donald Trump est bloqué. Il ne peut pas accéder à la présidence. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que cela. Le seul moyen que Trump a de gagner, c'est d'aller piquer des États bleus. Faire comme Bill Clinton en 92. Il y avait en 92 des États qui, effectivement, depuis 30 ans, avaient toujours voté républicain. La Californie, le New Jersey, New York, ils ont élu Nixon, ils ont élu Reagan, ils ont élu Bush père, effectivement.
Et tout ça, ça s'est renversé en 92. Aujourd'hui, en 2016, Donald Trump, il doit faire exactement la même chose. Et sa cible, c'est le Michigan, c'est la Pennsylvanie, c'est peut-être le Wisconsin. L'Ohio. L'Ohio, exactement. Mais l'Ohio swing à chaque Belt, élection. La Rust Belt. La Rust Belt. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez pourquoi cette élection reste ouverte, qu'il ne faudrait pas commenter 3 mois avant la victoire d'Hillary Clinton. Elle est ouverte parce que, comme vient de le dire Soufiane, ce que va chercher à faire Trump, c'est d'avoir ces fameux Trump Democrats, comme il y avait des Reagan Democrats dans les années 80, qui ont voté pour Reagan. Est-ce que ça suffira vraiment? Est-ce qu'il a la capacité pour aller les chercher vraiment? Non, mais on se pose la question, il est quand même assez critiqué tout le temps. Sur cet électorat blanc, si vous voulez, cet électorat blanc peut être sensible. Il surfe quand même sur une vague mondiale qu'on peut appeler de nationalisme populiste, qu'on connaît dans toutes les sociétés occidentales. Cette vague, elle est incontestable. Cette vague est faite de quoi? Elle est contexte actuel politique. Elle est faite sur le plan économique d'un refus de la mondialisation et du libre-échange. Elle est faite sur le plan identitaire d'un refus de l'étranger, des immigrants. Et elle est faite sur le plan politique d'une aspiration à un certain autoritarisme. Le terrorisme également, peut-être les questions de sécurité. Tout ça sert Donald Trump. Donc il reste des marges pour Donald Trump. Simplement, pour le moment, au moment où l'on parle, on ne voit pas tellement se dessiner des Trump Democrats, on voit se dessiner des Clinton Republicans, c'est-à-dire des républicains qui sont tellement désarçonnés par ce que fait et dit Donald Trump qu'ils sont prêts aujourd'hui à voter pour Hillary Clinton. Car le rebond d'Hillary Clinton après la convention, ce qui est intéressant, c'est pas tellement le chiffre du rebond, plus 6, c'est qui participe de ce rebond. Et ceux qui participent de ce rebond, c'est des centristes, des indépendants, mais aussi des républicains. Soufiane El-Sabbagh, un dernier mot? Un dernier mot sur le vote blanc masculin, qui est la clé de l'élection. Le record dans l'histoire récente, c'est 63%. Reagan, 1980. Il a acquis 63% des blancs, des hommes blancs aux États-Unis. Oui. Et vous avez vu la carte de Reagan en 1980, c'est tout rouge. Oui. C'est tout rouge. Oui. Aujourd'hui, avec le score désastreux que Trump va faire dans les minorités et le fait que l'électorat blanc a baissé, c'est pas 63% qu'il doit faire pour passer. C'est 70%. Et Mitt Romney, en 2012, il s'est fait battre très largement avec 62% de cet électorat. C'est une performance historique énorme qui doit réaliser. Qui veut dire que la mobilisation des minorités je dois vous arrêter là. Critique, absolument. Merci en tout cas pour ce débat. Merci d'avoir été avec nous et restez avec nous. L'information continue sur France 24.